Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Il est quasiment 1h du matin, suite de notre édition spéciale évidemment pour cette nuit électorale. Il sera donc le 8e président de la 5e République. Emmanuel Macron a tout juste 39 ans, a donc été élu très largement par les Français. Le candidat d'En Marche recueille, selon des résultats encore partiels, 65,9% des voix contre 34,1% pour Marine Le Pen. Et puis une donnée importante également ce soir dont on parlera beaucoup, l'abstention record qui laisse planer un gros doute sur les législatives. La bataille a d'ailleurs déjà commencé ce soir sur ce plateau. On y reviendra évidemment très largement avec nos invités, nos éditorialistes. Mais place d'abord, Lucie, à cette nuit électorale. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Emmanuel Macron a appris les résultats depuis son QG parisien. Après une première déclaration, il s'est rendu sur l'esplanade du Louvre où l'attendaient des milliers de personnes pour célébrer son élection. Emmanuel Macron est arrivé à pied de façon très solennelle. Il a marché un long moment seul alors que retentissait l'hymne européen avant de monter sur scène et de prendre la parole. Merci d'être là, de vous être battus avec courage et bienveillance pendant tant de mois. Parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent que nous soyons enfin nous. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées. Vous vous êtes engagés et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Emmanuel Macron qui s'est donc exprimé sur cette esplanade du Louvre devant des dizaines de milliers de militants. Il est ensuite retourné à son QG dans le 15e arrondissement de Paris. C'est là que vous vous trouvez, Patrick Sauce, où l'on continue à faire la fête pour l'instant. Et ça fait à peu près 1h30 qu'Emmanuel Macron est arrivé ici, au cœur d'un dispositif policier extrêmement impressionnant. Et puis on a vu, eh bien, après l'arrivée du président élu, un certain nombre de militants, de bénévoles qui sont passés par ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup de policiers qui sont encore ici. Les militants, eh bien, ont dû montrer des bracelets et être fouillés. Mais ils étaient plusieurs dizaines, et dont un certain nombre d'entre eux arrivaient directement de l'esplanade du Louvre. C'est donc en dehors, à l'abri du regard des caméras, que cette fête est en train de se passer. On l'a vu depuis le début de cette soirée du second tour. L'image est extrêmement importante ici. Pas question, eh bien, de répéter l'impair de communication commis il y a 15 jours dans ce restaurant, cette brasserie de Montparnasse. Cette fois, la fête se place vraiment à l'abri des caméras. Il faut dire que dès demain, il y aura beaucoup de travail. On le sait, hein, Emmanuel Macron va participer aux côtés de François Hollande, le président sortant, aux commémorations du 8 mai, la commémoration de la victoire de mai 45. Mais cette journée sera extrêmement chargée puisqu'à l'heure du déjeuner, Emmanuel Macron, eh bien, il va participer à un conseil d'administration, celui du mouvement En Marche, tout simplement pour démissionner de la présidence de ce mouvement. Et puis l'après-midi, eh bien, elle sera consacrée à toute une somme de rendez-vous de travail et notamment des réunions avec ses plus proches collaborateurs.
Patrick Sauce avec Thomas Boutin en direct donc du QG d'Emmanuel Macron qui s'y trouve en ce moment même pour célébrer sa victoire avec ses soutiens. Il était, on l'a vu auparavant sur l'esplanade du Louvre où il a prononcé un discours devant des milliers de personnes, des personnes qui s'étaient rassemblées dès 20h pour suivre les résultats ensemble, pour avoir donc connaissance de la victoire d'Emmanuel Macron avant de l'entendre prononcer son discours. Quel est l'état d'esprit, quel était l'état d'esprit de toutes ces personnes présentes ce soir devant le Louvre? On voit ça tout de suite avec Mathieu Coache pour BFM TV. Avec ce discours de victoire, Emmanuel Macron a voulu asseoir sa stature présidentielle. D'abord avec une image forte, cette traversée de la cour du Louvre sur l'Aude à la joie de Beethoven, l'hymne européen, une longue entrée sur scène, seule, pour marquer une certaine gravité après cette victoire contre le Front National. Aucune euphorie chez le candidat ou ses proches, un public très enthousiaste mais pas déchaîné, comme si tout le monde le savait ici. Le plus dur reste à venir. La tâche qui nous attend est immense, a dit Emmanuel Macron, qui a déjà prévenu qu'il ne s'attendait pas à un état de grâce. Un discours d'unité et de rassemblement avec un message dès les premiers mots adressés aux électeurs de Marine Le Pen. Marine Le Pen que la foule a commencé à huer, immédiatement arrêtée par Emmanuel Macron comme il l'a fait pendant tous ses meetings. Je vous servirai au nom de notre devise liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai avec amour, a lancé le président élu aux Français. La suite, c'est un agenda qui va se remplir très rapidement pour Emmanuel Macron, qui n'aura pas beaucoup de temps pour se reposer avant la passation de pouvoir le week-end prochain. Dès ce lundi matin, il sera sur les Champs-Élysées pour commémorer le 8 mai 45 avec François Hollande. Et Anna Cabana est avec nos éditorialistes BFM TV. Vous avez suivi avec nous ces 2 temps ce premier discours à son QG, ce deuxième discours au Louvre. On a vu Emmanuel Macron ce soir plus sobre, peut-être plus habité par la fonction présidentielle. C'est le sentiment que vous avez eu? Non, en tout cas, il y avait deux tonalités dans ces 2 discours. Le premier était en effet très austère, avec une vraie sobriété, une volonté de ne pas avoir l'air d'être exalté ou d'être dans la jouissance du pouvoir nouvellement conquis. Donc ça, c'était le premier discours. Le deuxième, en revanche, il y avait une mise en scène. Attendez, une entrée en scène. Et quelle entrée en scène? Je veux dire, 3 pieds sur l'esplanade du Louvre. Plus de 3 minutes, tout seul, personne, c'est une image, tout seul, dans la cour du Louvre, marchant vers la pyramide. Donc c'était solennel, c'était magnifique au sens de l'esthétique, et en même temps, symboliquement, si vous voulez, il y a quand même quelque chose d'un peu césariste dans cette image, et puis une mise en scène de soi, une ivresse de soi, dans l'expression, si vous voulez, de ce président nouvellement élu, absolument, qui avance vers la scène. Et là, en revanche, le discours, donc deuxième discours, de tonalité très différente, parce que là, il y avait la volonté de créer un élan, donc il y avait plus de ferveur, et en même temps il avait retenu, Emmanuel Macron, et ça c'est très important pour la soirée qu'on vient de vivre, les leçons du premier tour de la présidentielle, ce premier tour où il avait été accusé d'avoir célébré une victoire qu'il n'avait pas encore conquise en allant sur cette scène avec Brigitte Macron, puis à la Rotonde. Donc là ce soir, rien de tel. Et ce soir d'ailleurs il est à son QG parisien, en petit comité, il mange des mauvais sandwichs dans des barquettes en plastique. Voilà, très informé. Pas à la Rotonde. On est très loin de la Rotonde. On verra peut-être ça. Aurore Berger, bonsoir. Vous êtes membre du comité politique d'En Marche. Beaucoup de solennité, beaucoup de grandeur aussi. C'est ce que disait Anna Cabana il y a quelques instants. Mais aussi une certaine humilité dans les mots d'Emmanuel Macron quand il dit qu'il veut être à la hauteur d'une confiance qui l'oblige. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que vous pouvez nous décrypter? Tout simplement qu'il est conscient de la responsabilité qui lui incombe, parce que évidemment gagner face à l'extrême droite au second tour une élection présidentielle, c'est pas n'importe quelle victoire, même si elle est extrêmement nette ce soir par rapport à ce qu'on nous prédisait encore il y a quelques jours, presque 66% des suffrages, c'est une victoire nette. Et moi je rappelle quand même qu'il était en tête du premier tour de l'élection présidentielle, donc à la fois énormément de solennité, de gravité, parce qu'il est conscient de la difficulté de la tâche qui va être la sienne. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il va écouter tous les Français, c'est ce qu'il a dit, mais, oui. Mais comment? C'est ce qu'il a fait. Vous savez que c'est la méthode qui a été la sienne pendant un an. Tout ce qui a été créé, le mouvement politique En Marche, qui est aujourd'hui la première force politique dans notre pays, elle s'est construite avec les Français. On dit c'est parti de rien, c'est parti avec les Français. C'est pas en effet parti avec une armada d'apparatchiks, de parlementaires. Ça s'est construit avec les Français à l'occasion de cette grande marche, à l'occasion de ce porte-à-porte qu'il a fait. Ce soir d'ailleurs, l'image, c'est aussi celle-là, sur scène, où il est entouré de son épouse, sa famille et d'un certain nombre de bénévoles. Moi, j'ai reconnu des gens en effet qui sont les marcheurs de la première heure et qui l'ont rejoint et qui sont dans ce
ce mouvement. Et c'est aussi un signe sur le renouvellement démocratique que cela va imposer. Alors cette victoire ce soir, elle a été fêtée avec les militants. Elle avait aussi une connotation internationale, une connotation européenne en tout cas. C'est certain. Elsa Fressonnet, bonsoir. Vous êtes journaliste aux Échos. Bonsoir. Dans la mise en scène dont on faisait référence à l'instant, il y avait l'hymne européen. Il y avait cette musique très particulière, cette référence à l'Europe. C'est aussi un message adressé ce soir à nos partenaires européens. Oui, bien sûr. D'abord, Emmanuel Macron était quand même l'un des candidats les plus pro-européens de cette campagne présidentielle. Ensuite, cette campagne a été regardée et scrutée à l'international. C'est quand même pas commun d'avoir entre les deux tours, même s'il est face à Marine Le Pen, un message de soutien de Barack Obama. Bon, voilà. Et puis, pour revenir un tout petit peu en arrière, ce qu'il y a de bien quand même avec Emmanuel Macron, c'est qu'il fait jamais 2 fois la même erreur. Il apprend. Donc voilà. Donc là, il a corrigé sa bévue du premier tour. Il se trouve que avant qu'il aille à la rotonde, un certain nombre de ses proches lui avaient dit n'y va pas et qu'il ne les avait pas écoutés. Donc là, c'est bon, il les a écoutés. Voilà. Il y a une petite chose à remarquer quand même, et je rebondis sur ce qu'a dit Aurore Berger. C'est vrai qu'En Marche est parti sur un mouvement très horizontal, on consulte les Français, etc. La mise en scène de ce soir est ultra verticale. C'est un homme face à son destin. Un homme en marche. Et les images qui ont été... Les images qui ont été extrêmement travaillées, enfin ça se voyait, c'était très esthétique, d'Emmanuel Macron derrière son pupitre devant la pyramide du Louvre. Bon, moi ça me rappelait un peu le meeting du général de Gaulle à la République en 1958, l'esthétique du triangle. Voilà. Daniel Fasquelle, votre avis là-dessus? Je rappelle que vous êtes maire Les Républicains du Touquet. Écoutez, moi, ça m'amuse toujours quand j'entends dire que le renouvellement, c'est Monsieur Macron, c'est formidable, il y a des bénévoles autour de lui, c'est formidable, il y a des nouveaux candidats. Mais attendez, moi j'ai plein de bénévoles autour de moi. Aux Républicains, on a plein de candidats nouveaux, hommes et femmes, à l'occasion de ces élections législatives. De plus en plus. Et non, pas encore, parce que c'est beaucoup plus facile quand on part de rien que quand on a comme nous des candidats sortants. On va y venir sur la question des législatives. Je voulais avoir la parité, on y vient régulièrement. Et on a sur les sièges où nous n'avons pas de sortants, on investit plus de 50% de femmes. Donc on va en parler des législatives. Cessez de donner des leçons. C'est difficile de gagner. Cessez de donner... Alors la bataille des législatives, on va y venir, vous inquiétez pas. Des leçons comme vous le faites, c'est insupportable. Le renouveau, il est partout, il est aussi dans les formations politiques comme la mienne, qui est celle des Juste un mot sur le discours d'Emmanuel Macron ce soir, celui qu'il a prononcé sur l'esplanade. Ce sont des belles phrases, de beaux mots. Le fait est rien que... qui vous touche. Écoutez, moi, je félicite Monsieur Macron. J'ai voté pour Monsieur Macron, donc je me réjouis de sa victoire, bien évidemment. C'est d'abord et avant tout une victoire contre l'extrême droite. C'est les Français qui ont voulu faire barrage à l'extrême droite. Mais on voit bien que le vote d'aujourd'hui, ça n'est pas un vote d'adhésion au projet de Monsieur Macron. Et d'ailleurs, dans les sondages qui sont tombés ce soir, on voit très bien que les Français souhaitent, même quasiment pour certains de ces sondages à la majorité, une autre majorité que la majorité d'En Marche pour demain siéger à l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même une victoire par défaut. Je crois qu'il faut aller au bout de la démarche. Attendons les élections du mois de juin et les choses à ce moment-là seront véritablement calées. Mais nous avons, François Baroin, derrière lequel nous sommes aujourd'hui mobilisés en marche pour gagner les élections du mois de juin prochain. On va finir notre tour de table avant de rentrer et de continuer à suivre en direct ce qui se passe ce soir. François Calfon, bonsoir, conseiller régional socialiste d'Île-de-France. Vous l'avez vécu comment cette soirée? Il a appris de ses fautes, on a dit ça y est, il commence à être président, Emmanuel Macron? Écoutez, moi ce que j'ai vécu, c'est quand même comme tout le monde. Il faut aussi prendre ses pertes dans une élection comme ça. C'est qu'on n'a pas vu surgir Emmanuel Macron et on l'a pas vu réussir. Alors d'aucuns diront c'est simplement un concours de circonstances. Concours de circonstances il y eut, mais il y a aussi quelqu'un qui est passé, comme on dit, par un trou de souris. Bon, donc ça c'est la première chose. Ensuite, les choix qu'il a fait, il a fait une première allocution dont on sentait, c'était d'ailleurs assez émouvant, qui était écrasé par sa fonction, la première, et puis une deuxième, effectivement, alors ça a été dit, je ne vais pas y revenir, où il a mis en scène la solitude du pouvoir. Très bien, pour un jeune homme de 39 ans, quelque part, il y a une forme d'installation. Mais la question que je me pose, puisque après, les faits sont têtus, il n'y a pas que de la symbolique, c'est comment, quand on installe la solitude d'un côté et qu'on a un pays si divisé politiquement, mais aussi éclaté sur des réalités sociales, on articule les choses. J'en veux un seul exemple. Le pays a rejeté deux choses. Il a rejeté la réforme brutale du Code du travail et dans une méthode qui ne passe pas par la démocratie et le dialogue. Et le point 1 de l'agenda du futur président de la République, enfin du président de la République, pardon, c'est de dire je vais réformer par ordonnance, c'est-à-dire une vieillerie de la Ve République, le Code du travail. Donc on ne sait pas comment, organisant cette toute-puissance,
après avoir eu un mouvement très horizontal, il compte faire avec ses corps intermédiaires qui s'appellent les syndicats, le mouvement social, et aussi quelque chose d'un peu ringard, je vous l'accorde, la gauche, la droite. Ce sera la bataille des législatives, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, l'autre ambiance évidemment de la soirée, c'était au QG de Marine Le Pen, qui a rapidement pris la parole. La perdante de cette élection se tourne désormais vers les législatives. Elle a aussi appelé au renouvellement du Front National. Elle souhaite engager une transformation profonde du parti. Le Front National, qui s'est engagé dans une stratégie d'alliance, doit lui aussi profondément se renouveler afin d'être à la hauteur de cette opportunité historique et des attentes des Français exprimées lors de ce second tour. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leur vœu et qui est plus que jamais nécessaire au redressement du pays. Et dans le cadre de cette refondation dont parle Marine Le Pen, le FN pourrait changer de nom, un choix qui a été critiqué dès ce soir par son père, Jean-Marie Le Pen. Écoutez, j'y serais opposé parce que j'estime que le Front National a pendant 45 ans mené une bataille qui est respectable et que ses fondamentaux sont toujours de grande valeur. Et par conséquent, ce changement me paraît correspondre à une espèce de mode de désignation de responsabilité que personnellement, je ne partage pas. Pour les militants du Front National, c'est évidemment la déception qui domine. Ce soir, reportage Élise Phillips avec toutes les équipes de BFM TV. 3, 2, 1. À l'annonce des résultats, presque aucune réaction pour ses sympathisants FN. Mais les premières impressions sont très rapidement suivies d'applaudissements et de scènes de joie, malgré la défaite. C'est un très très beau score, 34% de la population en fait qui soutient Marine Le Pen, c'est vraiment génial. Car au-delà de l'échec, ce que ses sympathisants retiennent ce soir, c'est le score historiquement haut de Marine Le Pen. Très content, vraiment content du résultat qu'on a pu faire, c'est merveilleux. Franchement, c'est plein d'espoir, plein d'espoir pour le futur et vraiment, je suis extrêmement content. 34,1%, seul contre tous et tout. Moi, je trouve que c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Pour d'autres, un peu de déception tout de même. Certains ont cru à la victoire jusqu'au bout. Bien sûr que je l'espérais. J'ai même eu cet espoir pendant le décompte de voir la tête de notre candidate s'afficher à l'écran et de me dire allez, il y aura ce sursaut patriotique qu'on attend tant. Chez les proches de la candidate frontiste, les discours sont optimistes. Après la présidentielle, la priorité maintenant, donner une majorité au FN lors des législatives. C'est un score formidable, on a joué le jeu de manière démocratique. Il va y avoir une recomposition politique qui va se faire autour de Marine, donc je pense que tout va bien. Nous avons hâte de pouvoir engager la bataille des législatives. Elle est tout aussi importante puisqu'il faudra faire rentrer des millions de Français à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, elle, a terminé sa soirée parmi ses partisans et en dansant. Ah, la Marine Le Pen, le rock, effectivement, qui n'était pas trop triste ce soir parce que finalement, elle a quand même gagné beaucoup de voix. Marine Le Pen, elle a réussi une partie de son pari. Ce soir, Daniel Fesquel, François Calfon, d'ailleurs, j'aimerais bien votre réaction à ce qu'elle a dit, Marine Le Pen. Je veux être la première opposante à ce gouvernement. C'est elle la force d'opposition dans ce pays désormais ? Je ne crois pas. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, pardon de cette expression populaire. Mais qui au moins voilà. Ce sera après les législatives et surtout, je pense qu'on doit interdire, en tout cas, je le fais à Marine Le Pen, de s'octroyer quelque part le qualificatif. Est-ce qu'elle a tort ? Les chiffres lui donnent raison ce soir. D'accord, mais il n'y a pas que les chiffres dans la vie, il y a aussi des choses, et puis il y a des résiliences, vous voyez, c'est comme les hortensias, ça disparaît, puis au printemps ça renaît, même quand ça a l'air coupé, c'est une parabole pour le Parti Socialiste. Mais on ne doit pas lui laisser le monopole des patriotes, les gens qui veulent la protection des Français, les gens qui sont contre les délocalisations, les gens qui, quelque part, privilégient le Made in France. Ça n'est pas l'apanage du Front National, à ce que je sache, elle qui vient financer sa campagne par les oligarques russes, vous voyez. Donc elle n'est pas la première opposante. Et puis il y a un clivage qui est apparu entre ceux qui sont dans la protection face à la mondialisation, ceux qui sont dans une sorte d'ouverture. Mais je le dis, je le répète, le clivage droite-gauche, autrement dit la question sociale, la question
question de la répartition de la valeur au sein de l'entreprise, ce sont des questions qui demeurent. Il y a un mouvement syndical et il y a eu une opposition, par exemple, à la loi travail. Daniel Fasquelle, même question. Écoutez, ce sont les Français qui donneront la réponse à l'occasion des élections législatives. Elles vont finir de structurer le paysage politique. Donc attendons le mois de juin. Je dirais simplement qu'aujourd'hui, quand même, la France est très très divisée. On voit bien qu'il y a un certain nombre de Français qui ont voté blanc, qui ont voté parfois Marine Le Pen, mais qui a fait d'autres choix au premier tour. Et le défi des élections législatives, eh bien, c'est d'apporter de vraies réponses au malaise que ressentent les Français. Or, le projet de M. Macron ne reçoit pas aujourd'hui un écho majoritaire dans le pays. Et donc, il faut apporter une autre réponse à travers l'Assemblée nationale et les élections législatives, montrer aux Français qu'il y a un autre chemin pour redresser le pays et apporter des vraies réponses à la question du pouvoir d'achat, de l'emploi, de la sécurité, de l'immigration, de la place de la France en Europe. Nous avons sur tous ces sujets des propositions à faire et nous allons les faire dans les semaines qui viennent. Pour rester sur le thème du Front National et des législatives, Elsa Fraissinet, le Front National probablement pourrait faire une entrée en force à l'Assemblée nationale. Oui, c'est bien possible. On verra ce qu'il en est. Il est probable que le plafond de verre qui a encore quand même fonctionné avec des défauts, mais qui a fonctionné dans cette présidentielle, ne fonctionnera pas forcément de la même manière à l'échelle d'élections législatives. Après, il ne faut pas non plus idéaliser et trop se tromper. C'est-à-dire que si Marine Le Pen annonce la réforme du Front National là tout de suite au soir du second tour, c'est aussi pour couper l'herbe sous le pied à tous ses opposants internes qui s'apprêtaient à faire le procès de sa campagne, notamment de l'entre-deux tours. Donc le Front National n'est pas juste une force montante au sein de laquelle tout va bien. Voilà. Est-ce que ça va être aussi simple que ça de reconstruire un nouveau Front National, sachant, et on l'a entendu, Jean-Marie Le Pen qui dit non, le Front National, il faut retourner aux fondamentaux. Est-ce que ça peut être une tactique Attendez, on n'en attendait pas moins de Jean-Marie Le Pen. Si vous voulez, dès qu'il peut donner un petit coup sur la tête de sa fille, il ne manque pas de le faire. Il l'a prouvé pendant toute cette campagne. Et en effet, dès le soir du deuxième tour, il explique que sa volonté de passer à autre chose qu'au Front National est abominable et qu'elle a fait une mauvaise campagne. Voilà. C'est quand même le verdict paternel sur le jugement paternel sur ce qu'a fait Marine Le Pen. Maintenant, la volonté de Marine Le Pen, en effet, c'est d'exercer au fond elle-même le droit d'inventaire, si vous voulez, et en tendant la main comme ça, en appelant les patriotes, elle fait non seulement ça pour essayer d'éviter précisément ce que dit Elsa, que d'autres ne le fassent à sa place, mais en plus, elle tente de lancer une OPA sur la droite, parce que la droite, j'entends par là les Républicains, parce qu'elle veut profiter de la fracturation qui est en cours chez les Républicains pour essayer de récupérer... Alors justement... Non, vous faites une petite grimace. Non, la fracturation en cours, il faut arrêter avec tout ça. Moi, j'ai été cet après-midi... Vous n'avez pas entendu Marine Le Pen, le propos de Marine Le Pen comme une bien sûr. Oui, bien sûr, mais tout le monde veut faire des OPA sur les Républicains. Sauf que les Républicains ne sont pas à vendre. Effectivement, on a été éliminé du premier tour de l'élection présidentielle, non pas parce que nos idées ont été rejetées par les Français, parce que notre candidat n'a pas pu faire campagne. Et de peu, en plus. Bon. Donc, la vérité aujourd'hui, c'est de l'histoire. C'est au moins votre lecture de l'histoire. Tout le monde n'aura peut-être pas la même vision. Écoutez, je suis là pour donner mon point de vue. Voilà. On est bien d'accord. Mais justement, permettez-moi, parce qu'Aurore Berger n'a pas parlé depuis un petit moment, ça nous amène Anna, à la recomposition politique. C'est au moins une certitude à l'issue de cette présidentielle. Le paysage politique français est éclaté. Les deux principaux partis n'étaient pas au second tour. Aurore Berger, vous voyez bien que vous avez les Républicains, le Parti Socialiste, Marine Le Pen. Tout le monde veut une cohabitation. En gros, pour être clair, est-ce que vous la redoutez ? Non, je la redoute pas. Je comprends que les partis politiques traditionnels espèrent se refaire au moment des élections législatives et défendre les candidats qui sont les leurs. C'est le jeu des élections législatives. Moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Des personnalités du Parti Les Républicains peuvent venir à vous. Lesquelles auxquelles est-ce que vous êtes le plus prêt à tendre la main aux personnes qui ont soutenu Alain Juppé pendant la primaire, peut-être, comme vous? Certains ont commencé à lancer des messages assez clairement ce soir. Bruno Le Maire et un certain nombre de ceux qui le soutiennent. Probablement peut-être Xavier Bruno Le Maire qui a dit « Je peux travailler dans une majorité de gouvernement ». C'est un pas très clair quand même vers une ouverture. Je vous assurais qu'il y aura peut-être comme ça quelques prises de parole, mais elles sont complètement isolées. Aujourd'hui, j'avais cet après-midi une réunion autour de François Baroin, nous sommes tous aux Républicains, nous tenons tous le même langage, il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet, enfin, toutes les personnalités du mouvement étaient là, et on est unis, on est solidaires. Il y a des sensibilités différentes au sein de notre famille politique, ça a toujours été le cas, mais notre famille est unie pour les élections législatives. N'ayez aucun doute là-dessus. Les Républicains
Républicains ne sont pas à vendre. Nous sommes en campagne pour les élections législatives et nous pouvons Pascal, cette question très précise du débauchage individuel. Il n'y aura donc que des débauchages individuels, parce que ça, on a compris qu'il y en aura. Mais bien évidemment. Et d'ailleurs, les personnes qui se dirigeront vers En Marche, qui accepteraient de faire partie d'un gouvernement d'En Marche ou d'avoir l'investiture En Marche à l'occasion des élections législatives s'excluront d'eux-mêmes du parti. C'est tout à fait logique et tout à fait normal. Nous souhaitons être majoritaires, remporter ces élections législatives. Nous avons un leader qui est François Baroin. Nous avons un programme qui n'est pas celui d'En Marche. Par exemple, sur la fiscalité, il y a des différences très importantes, mais pas seulement sur ce point. Moi, j'ai commencé à les répertorier. Je peux vous assurer que j'y ai travaillé une partie de l'après-midi et je ne suis pas au bout. Donc, il y a de vraies différences entre ce qu'on propose En Marche et ce que nous proposons. Et c'est le débat que nous voulons avoir devant les Français. Daniel Fasquelle, François Calfon, est-ce que vous avez cette même crainte de voir le Parti socialiste s'effriter, s'émietter? Parler sans langue de bois, on n'est pas tout à fait quand même dans la même situation. On a une candidature qui n'a pas rencontré le succès escompté, malgré une primaire qui laissait entrevoir peut-être un meilleur score pour Benoît Hamon. Est-ce que le Parti socialiste doit se penser à se dissoudre dans En Marche? Alors il y a des gens qui sont des députés sortants, un certain nombre d'ailleurs, qui pensent qu'ils ont trouvé une sorte de Graal pour se faire réélire. Je les comprends. Il y en a d'autres qui ont été dans une forme de cohérence depuis très longtemps. Je pense à mon ami François Patria, par exemple, qui s'est engagé depuis le début sur une orientation politique qui est la sienne, et c'est tout à fait respectable. Pour autant, est-ce que le logiciel politique d'En Marche correspond en tout point à celui du Parti socialiste et aux attentes sociales que sous-tend le Parti socialiste? La réponse est clairement non. Donc je ne souhaite pas la dissolution du Parti socialiste. Peut-il exister quelles sont les questions sociales que sous-tend le Parti socialiste? On peut se poser la question par exemple, de la primaire. Par exemple, l'idée que l'Union européenne n'est pas génératrice, en tout cas la façon dont elle fonctionne, n'est pas génératrice de bien-être social, d'amélioration, par exemple, pour notre tissu industriel dont la partie dans le produit intérieur brut ne cesse de baisser. Ça, c'est l'un des points. Par exemple, sur la question du travail, où nous ne pensons pas que la réponse à la mondialisation soit constituée par davantage de flexibilité. Alors, on l'appelle comme on veut. Il faut prendre en compte l'ubérisation, sans d'ailleurs raconter que c'est une fable heureuse quand on voit que Uber, par exemple, impose à ses chauffeurs moins 30% du jour au lendemain. Vous voyez que le Parti socialiste dans sa forme actuelle, parce que je ne veux pas évacuer la question, ne peut plus exister comme il a existé depuis 1971. Mais par contre, la force socialiste, elle, doit se restructurer avec d'autres. Je pense qu'une question est posée, par exemple, à ceux qui sont autour de Jean-Luc Mélenchon. Souhaite-t-il toujours plus de radicalité ou souhaite-t-il une recomposition politique? Il y a parmi eux un certain nombre de gens que j'ai connus au Parti socialiste pour avoir une majorité alternative. En fait, la difficulté, c'est qu'en fonction des porte-paroles que l'on a du Parti socialiste ou des Républicains, on n'a pas le même discours sur ce que doit être le Parti socialiste ou ce que doivent être les Républicains. Ils ne sont pas d'accord sur la question européenne, ils ne sont pas d'accord sur la question du travail, ils ne sont pas d'accord sur la question fiscale, et on pourrait énumérer comme ça un certain nombre de sujets. Et donc, quel est le projet qu'ils vont porter aux élections législatives? Est-ce que c'est le projet de leurs candidats respectifs qui ont été désavoués à l'occasion de la présidentielle? Et je suis pas d'accord avec l'analyse que vous faites. François Fillon, après la primaire, il décroche avant les affaires. Il décroche sur la question notamment du programme sur la santé, où il perd clairement et où il est obligé de se rattraper. Donc, on va en parler dans un instant, Daniel Fasquelle. Je vous donne la parole dans un instant. Aujourd'hui. Dans un instant, on parlera aussi de la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, important aussi quand on repense à la gauche dans le cadre des législatives. On va juste prendre la direction du QG d'Emmanuel Macron. Image en direct, Emmanuel Macron qui quitte donc son quartier général qu'il avait rejoint après avoir prononcé son discours sur l'esplanade du Louvre. Il a fêté cette victoire avec son équipe de campagne, ses soutiens les plus proches. Image en direct donc que vous découvrez depuis le 15e arrondissement de Paris. Et on va retrouver Patrick Sauce qui est sur place. Patrick, les choses sont donc en train de bouger du côté du QG. Oui, ça fait tout juste 2 heures qu'Emmanuel Macron s'est rendu ici à son QG et vous entendez les acclamations de la foule parce qu'il y a du monde dans le QG, mais il y a désormais des dizaines de personnes, de militants, des bénévoles qui sont dans la rue en train d'acclamer le président élu. On a entendu beaucoup de Manu. Il y a ces gens qui sont au sol et puis on voit aussi sur le balcon tout en haut de l'immeuble du QG d'autres bénévoles qui sont en train de l'applaudir. On a entendu déjà quelques personnes qui sont sorties
Instant de cette soirée, on nous a parlé d'une cohue indescriptible lorsque Emmanuel Macron est arrivé dans le QG. On nous parlait d'une musique faite pour danser, mais absolument personne ne pouvait se mouvoir dans ce QG parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Il y a eu quelques mots de remerciement de la part du président élu, mais quelque chose de très très sobre. Mais évidemment, il y avait énormément de joie chez tous ces militants. On les a vus arriver à pied. La plupart venaient d'ailleurs de l'esplanade du Louvre. Ils avaient un bracelet reconnaissable, ce qui leur permettait de passer les filtres, et on entend cette foule qui est en train de crier. Vous voyez peut-être ici sur les images de Kenzo Watanabe et de Thomas Boutin, il est en train de saluer la foule. Il s'apprête à rentrer dans son véhicule et il salue encore une fois la foule. Ça y est, il rentre dans son véhicule. Il y a une escorte policière très impressionnante autour de lui. Nous sommes donc, pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs qui ne sont pas de Paris, dans le 15e arrondissement, c'est-à-dire plutôt dans le sud de la capitale. Il va se rendre à son domicile qui se situe dans le 7e arrondissement, tout près de la place des Invalides, pas très loin de la Tour Eiffel également. Et vous allez voir sur les images de Thomas Boutin l'escorte qui va tenter de se mouvoir très difficilement parce qu'il y a du monde dans cette petite rue de l'Abbé Groux qui est en train d'applaudir le président élu. Il y a aussi énormément de motards de presse qui l'attendent, qui vont essayer de suivre le cortège, mais on voit que cette foule est en train de se déplacer pour laisser passer l'escorte en direction du 7e arrondissement de la rue Claire, le domicile du président élu. Patrick Sauce, donc avec le départ de ce convoi quasi présidentiel désormais vers le domicile d'Emmanuel Macron. Thomas Misraki, depuis le début de la soirée, vous suivez les déplacements du tout nouveau président de la République et vous allez continuer à le suivre donc jusqu'à son domicile. Exactement, c'est la deuxième fois ce soir qu'il quitte son QG de campagne, Emmanuel Macron. La première fois, c'était aux alentours de 22h, comme l'a dit Patrick Sauce tout à l'heure, pour se rendre sur l'esplanade du Louvre et s'adresser à ces milliers de personnes qui l'attendaient sur place. Bien sûr, premier contact avec ses électeurs d'Emmanuel Macron. Cette fois-ci, ce sera vers son domicile que le président de la République va se rendre, parce que la nuit va être courte, évidemment, pour lui et son programme demain très chargé, puisqu'il doit retrouver notamment François Hollande, le chef de l'État, à 10h50 pour participer à la cérémonie du 72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Il est attendu donc aux côtés du chef de l'État aux alentours donc de 11h moins 10, et puis il y aura bien sûr un conseil d'administration du mouvement d'En Marche qui se tiendra normalement pour l'instant en tout cas à l'heure du déjeuner. Emmanuel Macron qui y participera. Ce sera l'occasion pour lui, nous dit Mathieu Coache, de démissionner de la présidence de son mouvement. Et puis après, il sera temps de consulter. L'après-midi sera consacré à une succession de rendez-vous de travail avec des collaborateurs. Il verra notamment Gérard Collomb, qui est le maire de Lyon, ou Richard Ferrand, qui l'a beaucoup suivi ces derniers jours. Là, pour l'instant, c'est donc peut-être le dernier trajet d'Emmanuel Macron vers son domicile ce soir, avec une journée très chargée. Alors, vous le constatez peut-être sur les images de Stéphane Beaujard, il y a bien sûr désormais beaucoup moins de monde autour du président de la République que tout à l'heure, lorsqu'il a quitté son QG de campagne, ou encore plus lorsqu'il a quitté l'esplanade du Louvre pour revenir à ce QG de campagne où une soirée s'est tenue. Mais vous l'avez vu, vous l'avez noté, vous l'avez entendu sur BFM TV, c'était une soirée placée sous le signe de la sobriété pour le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, qui a probablement appris suite aux remarques, aux commentaires qui ont été faits après sa victoire du premier tour, une victoire qu'il avait fêtée dans une brasserie parisienne du 6e arrondissement et qui avait évidemment provoqué quelques sarcasmes chez ses adversaires, quelques critiques aussi chez ses soutiens. On lui avait dit qu'il fallait être plus sobre. Cette victoire ce soir prouve, en tout cas dans la façon dont il la célèbre, qu'il a entendu la leçon. On est en train de quitter doucement le 15e arrondissement de Paris, derrière les motards de police qui ont eu fort à faire ce soir avec le nombre de motards de presse autour du chef de l'État, et on se dirige vers le 7e arrondissement de Paris. Alors le système de sécurité est un peu le même autour du QG de campagne d'Emmanuel Macron et autour de son domicile parisien.
Pour tout dire, les rues sont entièrement bloquées. Il est très difficile d'accéder ou de se rapprocher de cette voiture dans laquelle se trouve le tout nouveau président. On espérait tout à l'heure pouvoir lui faire dire quelques mots, mais inutile de vous dire qu'avec la sécurité et les motards de la police qui font extrêmement bien leur travail ce soir, ça a été vraiment impossible de l'approcher, peut-être pour l'entendre nous dire ses premiers mots en direct sur BFM TV. Le trajet se poursuit donc en direction du 7e arrondissement. On est au niveau de la rue de Cambronne désormais, donc ça avance quand même relativement vite. Il n'y a plus grand monde dans les rues, il faut le dire. Tout à l'heure aussi, c'était quelque chose qui nous a un peu surpris, un peu interpellé. Il y avait du monde, bien sûr, sur l'esplanade du Louvre, mais très peu de monde dans les rues quand nous nous sommes rendus vers cette esplanade du Louvre. Alors, quelques badauds, quelques personnes autour de son QG de campagne, mais finalement, dans Paris, c'était business as usual, si l'on peut dire, avec peu de monde. Il y a eu du monde qui l'a acclamé lorsqu'il a quitté l'esplanade du Louvre, des centaines de personnes qui étaient elles-mêmes en train de quitter ce lieu de rassemblement. Mais finalement, dans les rues de Paris, à part quelques drapeaux français et quelques personnes interpellées par la présence policière et le cortège des motards de presse, il y avait très peu de monde pour suivre ce cortège. Nous sommes toujours en train de le suivre, nous nous rapprochons de la voiture dans laquelle Emmanuel Macron se trouve derrière les motards de la police. Nous nous rapprochons aussi du domicile du nouveau président de la République, 39 ans seulement, 8e président de la 5e République et certainement le plus jeune président de cette 5e République, probablement aussi le plus jeune président élu au monde. Ce sera bien sûr à vérifier. On ne connaît pas tous les présidents ou les premiers ministres élus, mais voilà, c'est un véritable parcours extraordinaire que cet homme a réussi à faire en un an. Il y a 3 ans à peine, personne ne connaissait Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il est président de la République et ses fonctions officielles, je vous le disais il y a quelques instants, vont commencer en quelque sorte demain avec cette cérémonie auquel il se rendra aux côtés de François Hollande, la 72e ou le 72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Ce sera à partir de 10h30, 11h du matin et ce sera bien sûr à suivre en direct sur BFM TV. On scrutera le rapport entre les deux hommes, entre le président de la République et celui qui a été son ministre et son conseiller à l'Élysée. On sait que François Hollande a appelé ce soir Emmanuel Macron pour le féliciter très chaleureusement. On ne sait pas s'ils se sont vus, probablement pas, parce que nous avons suivi, nous, Emmanuel Macron toute la soirée. Et si François Hollande avait été dans le coin, on l'aurait probablement aperçu. Mais en tout cas, demain, ils vont se parler, ils vont être face à face. Alors, bien sûr, Emmanuel Macron, pendant toute cette campagne, il a essayé de se détacher en quelque sorte de François Hollande et de son bilan. Mais les deux hommes se connaissent très bien, ils s'apprécient, on le sait, ce n'est pas un secret. Et ils se retrouveront donc demain face au monde, face aux caméras pour la première fois pour fêter une victoire, celle du 8 mai. Mais bien sûr, dans toutes les têtes, il y aura aussi demain la victoire d'Emmanuel Macron qui devient donc à 39 ans le plus jeune président de la République française. Nous sommes à quelques dizaines, quelques centaines de mètres peut-être de son domicile à Emmanuel Macron, là où il va passer une très courte nuit. On l'imagine, en tout cas la police nous bloque, là on ne peut plus avancer et vous voyez le cortège, le reste du cortège qui avance pour des raisons de sécurité évidemment. Les choses ont bien changé et la police doit faire son travail. Voilà, donc je vous rends l'antenne pour l'instant, on essaiera de se rapprocher un peu plus tout à l'heure, mais nous sommes bloqués derrière les motos de police. Misraki donc sur une moto qui suivait le cortège présidentiel d'Emmanuel Macron, donc tout juste élu ce soir, 8e président de la 5e République avec 65,9% des voix. Emmanuel Macron sur ces images en direct qui rejoint son domicile. Il est parti du QG, nous avons suivi cela ensemble, de son QG du 15e arrondissement vers son domicile du 7e arrondissement où on retrouve Stéphanie Zenati pour BFM TV. Emmanuel Macron qui sort de la voiture, donc on voit son épouse sortir. Bravo, super.
Absolument, on voit à l'instant son épouse en train de sortir du véhicule, la voiture qui vient de s'arrêter juste devant son domicile parisien dans une rue bien gardée ici par les forces de l'ordre. On attend depuis plusieurs heures maintenant ici. Quelques personnes d'ailleurs sont venues pour attendre Emmanuel Macron, prendre quelques photos de loin derrière les barrières. La voiture donc qui est arrivée il y a quelques instants à peine. Emmanuel Macron qui a donc eu une soirée assez chargée, une courte nuit également, puisque demain, lundi 8 mai, le président de la République élu participera donc aux côtés de François Hollande au 72e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Ce sera à partir de 10h50 et puis ensuite journée chargée également pour lui avec un conseil d'administration du mouvement En Marche qui devrait se tenir normalement autour de l'heure du déjeuner. Il devrait donc y participer. Ce sera l'occasion pour lui de démissionner de la présidence de son mouvement. Emmanuel Macron, donc après cette soirée riche en émotions pour lui qui rejoint donc son domicile. Emmanuel Macron qui est donc en train d'arriver à son domicile, vous le voyez sous les applaudissements de quelques voisins, qui est donc veillé ce soir pour accueillir le tout nouveau président de la République, le plus jeune de toute l'histoire de la République française, 39 ans seulement, voilà. Emmanuel Macron, la dernière image ce soir, le pouce levé, heureux de rentrer chez lui, et comme on le disait, il y aura du travail demain puisqu'il y aura les cérémonies du 8 mai 45 aux côtés de François Hollande. Emmanuel Macron qui a appris les résultats depuis son QG dans le 15e arrondissement. Après une première déclaration, il s'est rendu sur l'esplanade du Louvre, là où l'attendaient des milliers de personnes pour célébrer son élection. Emmanuel Macron est arrivé à pied de façon très solennelle. Il a marché un long moment alors que retentissait l'hymne européen. Vous découvrez ces images, une mise en scène très réfléchie. L'hymne européen qui retentit derrière, ces lourds symboles. On aura l'occasion d'en parler avec nos invités en plateau. Emmanuel Macron qui se dirige, qui prend son temps donc pour se diriger vers la scène, retrouver la foule qui l'attendait depuis quelques heures à ce moment-là et prononcer son discours. On en écoute un extrait. Merci d'être là, de vous être battus avec courage et bienveillance pendant tant de mois. Parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté pour moi sans avoir nos idées. Vous vous êtes engagés et je sais qu'il ne s'agit pas là d'un blanc-seing. Je veux avoir un mot pour les Français qui ont voté simplement pour défendre la République. Face à l'extrémisme, je sais nos désaccords, je les respecterai, mais je serai fidèle à cet engagement pris. Je protégerai la République. Et avec nous, Aurore Berger, membre du comité politique d'En Marche. Le discours d'Emmanuel Macron était ciselé ce soir. On vient de l'entendre à l'instant, les bras ouverts, le rassemblement. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je les respecterai. Évidemment, il y a les législatives déjà en ligne de mire. Évidemment. On ne va pas se cacher que c'est un objectif que d'obtenir une majorité parlementaire, une majorité présidentielle qui permette de gouverner. Je me souviens qu'on en parlait il y a 15 jours en disant qu'il y avait finalement deux objectifs difficiles à concilier dans cette campagne de second tour, qui étaient à la fois un objectif de rassemblement, il est réussi ce soir, et un objectif de cohérence par rapport au projet qu'on avait présenté aux Français au premier tour et qui nous avait permis d'être en tête de ce premier tour. Et on n'a pas dénaturé le projet. Et évidemment, on va continuer à affirmer ce projet qui lui a permis d'être qualifié et qui lui a permis de gagner l'élection présidentielle. Et c'est l'ensemble des candidats qui seront sous l'étiquette En Marche qui vont le porter. Cette fois, il n'y a pas qu'un homme qui porte un projet, il y aura 577 candidats qui vont porter ce projet. Députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il va falloir piocher, si vous me permettez l'expression, dans d'autres partis. Comment est-ce que ça va se passer concrètement ? Parce que vous partez du principe qu'on ne peut pas avoir de majorité absolue quand vous dites ça. Mais sur quoi vous vous basez pour le dire ? C'est pas ce que j'ai dit. Mais si, parce qu'en disant il va falloir piocher après. À l'ouverture politique, c'est-à-dire qu'il va forcément y avoir des responsables politiques d'autres partis. On en parlait tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que les partis vont rejoindre En Marche, mais vous voyez ce que je veux dire. Non mais
qu'il y ait des gens qui, dès ce soir, et même un petit peu dans l'entre-deux tours, commençaient à nous approcher, à dire qu'il y avait des convergences, tant mieux. C'est ce que Emmanuel Macron prône depuis le début. Vous avez bien vu, encore une fois, Bruno Le Maire, on en parlait, Christian Estrosi, Jean-Pierre Raffarin, qui a fait un déplacement dans l'entre-deux tours aussi aux côtés d'Emmanuel Macron. Donc il y a eu un certain nombre de signaux qui ont été envoyés et je trouve que c'est positif. Après, encore une fois, on dénaturera pas le projet qu'on a présenté aux Français, on n'en changera pas une ligne. D'autre part, on investira 577 candidats qui se déclareront en préfecture sous l'étiquette En Marche. Alors évidemment, vous faites réagir vos opposants politiques qui sont là. Daniel Fasquelle, le premier, il a été le premier à faire la grimace. À deux reprises, quand on dit Bruno Le Maire, quand on dit également... Il y a eu aujourd'hui... aucun responsable des Républicains qui a rejoint En Marche. Il y a eu la volonté de faire barrage au Front National et on l'a fait de différentes manières. Monsieur Raffarin, il est très clair, il est à 200% engagé à nos côtés dans la bataille des législatives. Ne croyez pas le contraire. Et vous le verrez. Il l'a dit il y a quelques jours et il le redira. Donc on a un bureau politique mardi, on a un comité de campagne mercredi et vous parliez du projet. Mais notre projet, évidemment, ça va être une synthèse du projet qui était celui de François Fillon, mais aussi du projet qui était celui des Républicains, sur lequel nous avions travaillé pendant un an. Mais excusez-moi, pour être très clair, votre objectif, c'est quoi? Une cohabitation François Bayrou en Premier ministre? Mais évidemment. Et ce projet... Quelle cohérence ça aurait dans la séquence qui vient de se passer? Mais tout simplement, c'est d'ailleurs ce que souhaitent les Français. Regardez les sondages qui sont tombés ce soir. Mais quelle cohérence ça aurait dans la séquence qu'on vient de vivre? Nous avons déjà vécu des périodes de cohabitation et ça s'est très très bien passé. Et les premiers ministres ont pu mettre en œuvre leur programme et leurs projets. Regardez, Jacques Chirac, qui était Premier ministre de François Mitterrand, il a, pendant la période où il était Premier ministre, engagé des réformes très importantes pour le pays, sur lesquelles on s'assoit encore aujourd'hui et que M. Macron ne remettra pas en cause. Donc, d'ailleurs, le problème aujourd'hui, pourquoi le Front National est aussi haut? Pourquoi les Français sont aussi mécontents? Parce que la France va mal. Pourquoi la France va mal? Parce qu'elle n'a pas été capable de se réformer. Les réformes de profondeur nécessaires pour le pays, M. Macron ne les propose pas. C'est nous qui les proposerons et c'est le débat que nous allons avoir dans les 5 semaines qui viennent, 5 semaines qui viennent jusqu'à l'élection législative. Il y a un point de dynamique politique, je me fais un peu commentateur, je m'en excuse, mais qui est que depuis l'inversion du calendrier, vous avez un président de la République. Il y a une forme de logique à ce qu'il y ait une majorité parlementaire. Bon. Modulo une chose quand même, c'est que M. Macron s'est toujours vanté finalement d'additionner les Français. Il l'a encore fait ce soir en saluant les électeurs de Marine Le Pen, refusant les sifflets, etc. Il se situe au centre, dit-il. Donc à partir de là, il y a aussi une logique de rééquilibrage de son propre pouvoir, puisqu'il affiche ça comme une certaine forme de modernité qui nous appelle, avec les Français ce soir, à quelque part produire cet équilibre. Produire cet équilibre, pourquoi? Parce que finalement, dire je tends la main, je suis le président de tous les Français, c'est une chose. Et entendre à ma droite, nous ne modifions pas une ligne. Qu'il a dit. Pardon. Qu'il a dit lui aussi. Nous ne modifions. Eh ben donc s'il l'a dit, pardon, je ne l'avais pas entendu. S'il a dit lui-même, nous ne modifions pas une ligne de notre projet qui a fait 24% et dont les instituts de sondage... C'est un enjeu de cohérence. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Mais comment se place l'enjeu de cohérence et dont, dès le premier tour, 64% seulement des 24% dans les électeurs, parce qu'il y a des études, ont un vote d'adhésion à monsieur Macron qui le situe finalement au niveau de ce que toujours a été situé le centre. Emmanuel Macron, il a recueilli plus de suffrages que le Benoît Hamon. Oui, mais en même temps, là, on ne me posait pas la question de savoir comment Benoît Hamon présiderait. Ça vous arrangeait. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, notamment, qui a quand même occupé une place très très importante. Mais il y a une question qu'il a posée, souvenez-vous, entre les deux tours, Jean-Luc Mélenchon, dans un journal télévisé, M. Macron lui a répondu le lendemain. Il dit au moins l'un des signes d'ouverture qui ferait que je changerais de position, après on la critique ou on la critique pas, serait de produire une inflexion sur la question de la réforme du Code du travail par ordonnance. Dès le lendemain, M. Macron a dit que nenni, nous ne le ferons pas. Nous ne changerons pas une ligne, pour reprendre votre expression, Aurore Berger. Eh bien moi, je crois que on peut pas dire d'un côté, dans les symboles, dans la belle marche en avant, etc., je serai le président de tous les Français, et dire je gouvernerai pour les 24% qui m'ont donné un mandat. Il a raison d'assumer, par exemple, son engagement européen, en commençant par, finalement, l'hymne européen. Mais enfin, on a un pays profondément divisé sur cette question-là. Et la question, ça n'est pas de... Une gauche profondément divisée aussi. Y compris la gauche, y compris la droite. Et la question n'est pas d'affirmer la victoire des uns contre les autres, c'est la victoire des Européens contre ceux qui ont voté non au traité de 2005. La question est de les réconcilier. C'est le rôle du président de la République. Et c'est là-dessus qu'il sera attendu, y compris législative. Un risque de paralysie dans les prochaines semaines, avec une cohabitation, avec une difficulté à composer une majorité? À ce stade, vous savez, à partir de
ce soir, il y a d'abord un risque de tentation hégémonique. Et quand on entend Aurore Berger nous dire qu'au fond, qu'est-ce qui nous fait croire qu'il n'y aura pas de majorité absolue, il faut savoir qu'elle n'est pas là le seule à penser ça. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, ils pensent tous ça. C'est-à-dire que la question, mais c'est vrai. Bien sûr, mais sinon on ne ferait pas campagne, c'était pour dire. Non, mais vous pensez tous que cette majorité absolue est accessible compte tenu de l'équation politique sortie des urnes de ce second tour. Députés. Ça veut dire, voilà, donc il faut savoir que vraiment ils le pensent tous. Alors je ne sais pas ce que pense Emmanuel Macron, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les macronistes, y compris les plus proches d'Emmanuel Macron, nous disent ça, nous disent qu'il faut qu'on arrête, nous, de réfléchir avec nos anciennes étiquettes, et savoir les vieux schémas et comment les socialistes et comment les républicains, etc. Et qu'il y aura, au fond, un parti hégémonique. Alors attention, cette tentation hégémonique, elle est dangereuse, parce que la tentation du parti unique, si vous voulez, ça permet pas de rassembler, ça ne permet que de renouveler. Et la question pour Emmanuel Macron, c'est de marcher sur ces deux jambes, la jambe du rassemblement et la jambe du renouvellement. Et donc là, pour rassembler, comment fait-il? Quelle main tend-il et sous quelle forme? Alors, à ce stade, il n'a pas répondu à la question des coalitions. La coalition à l'allemande, quand des mains lui ont été tendues en cette direction, il n'a rien dit. Elsa Fressonnet, justement là-dessus, à quoi pourrait ressembler cette majorité qu'espère Emmanuel Macron? Non, mais en fait, Emmanuel Macron, il espère une majorité en marche, dans la logique de tous les quinquennats où les électeurs ont donné une majorité au président élu. Mais la vraie question quand même, c'est est-ce que les législatives seront la seconde lame de la recomposition politique qu'Emmanuel Macron a appelée de ses voeux? La première lame, ça a été entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, le PS a quasiment disparu. Donc la gauche, c'est année zéro. Il y en a pour des années de reconstruction. Et ce que peut vouloir tenter Emmanuel Macron aux législatives, c'est essayer de faire pareil avec la droite, qui risque d'être prise en tenaille, s'il y arrive, entre En Marche et le Front National. Le bémol est que les électeurs de droite vont avoir un désir de revanche par rapport à une présidentielle qui pensaient pouvoir gagner. Et il est possible qu'ils se mobilisent pour les députés. Mais au-delà des appareils politiques, quand même, sur le rassemblement et la tentation hégémonique, en fait, le calcul qui est fait, et ce que doit faire Emmanuel Macron, c'est rassembler les Français. Bien plus que les appareils politiques. Il faut quand même pas oublier qu'entre l'abstention et les votes blancs et nuls, on a un gros tiers de l'électorat qui a dit aujourd'hui la photo du second tour ne nous représente pas. Et ça, c'est son vrai défi. Moi, c'est juste une toute petite incise sur le rêve de cohabitation nourri par les Républicains. Je voulais juste relever que François Baroin n'avait jamais porté bonheur à ceux qui avaient envie de le nommer Premier ministre. Souvenez-vous, je veux dire, Nicolas Sarkozy a rêvé d'en faire son Premier ministre, elle l'avait dit. François Fillon, depuis le Trocadéro, aussi avait brandi François Baroin comme un Premier ministre. Et là, François Baroin est désigné chef du combat législatif, donc futur Premier ministre dans l'hypothèse d'une cohabitation. Voilà, sachez que ça fait, voilà, il n'y a pas vraiment de baraka autour de Baroin. On ne cesse de dire que les Républicains sont divisés. Or, il se trouve qu'on est tous d'accord pour reconnaître que notre chef de file, c'est François Baroin et que ce sera le Premier ministre en cas de victoire aux élections législatives. Donc, vous voyez qu'on n'est pas si divisé que cela, finalement. Le paradoxe de Monsieur Macron, c'est que il veut travailler avec nous, mais en même temps, il veut nous faire disparaître. Voilà, c'est un peu bizarre. Je vais mettre des candidats en marche partout. Parce qu'à un moment, il y avait une double étiquette possible. Maintenant, c'est plus possible. Et on va vous balayer et circuler, il n'y a rien à voir. C'est quand même une drôle de façon de voir les choses. Moi, au contraire, je dis chiche. Il y aura demain une majorité avec François Baroin comme Premier ministre et on dialoguera et on discutera avec Monsieur Macron, avec Aurore Berger et avec tous les militants d'En Marche à partir de nos propositions. Et s'ils veulent nous rejoindre et nous aider à construire cette majorité, il n'y a absolument aucun problème, on est très très ouvert. Mais il y a quand même un chiffre, permettez-moi quand même. La figure du Premier ministre, elle sera évidemment un élément extrêmement important pour rassembler. Dans une semaine, pas avant? C'est pas à moi, vous en doutez bien, de faire ce genre d'annonce. Vraisemblablement, ça se passera après la passation de pouvoir. Avec un profil rassembleur en capacité de rassembler ces différentes sensibilités qu'on vient d'entendre? Mais on sait très bien que le Premier ministre qui sera nommé enverra un signal extrêmement fort sur les élections législatives.
Tout le monde le sait, voilà. Donc évidemment, ce sera un enjeu extrêmement puissant de message qui sera envoyé à l'ensemble des Français, puisque l'enjeu, en effet, c'est pas de faire des accords d'appareil, ça n'a jamais été le cas, mais évidemment de rassembler les Français. Le message est clair, vous voulez nous faire disparaître, mais vous savez, on va pas se laisser faire. Mais simplement, je vais donner mon chiffre quand même, parce que tout à l'heure, je veux le donner. Un sondage de ce soir, 34% des personnes interrogées espèrent que le nouveau chef de l'État aura une majorité pour gouverner. Vous voyez que l'espoir que nous caressons d'une cohabitation, il n'est pas si loin que ça. Il correspond aujourd'hui quasiment, il correspond au désir des Français. Voilà. Donc les Républicains seront bien présents dans les semaines qui viennent, plus unis que vous le pensez. Voilà. Et on est au combat et en campagne. On a parlé de la gauche, on a parlé des Républicains, on va parler du Front National avec cette défaite donc de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui recueille 34,1% des suffrages et qui s'est exprimée très vite après l'annonce des résultats. Elle a notamment appelé au renouvellement de son parti. Le Front National, qui s'est engagé dans une stratégie d'alliance, doit lui aussi profondément se renouveler afin d'être à la hauteur de cette opportunité historique et des attentes des Français exprimées lors de ce second tour. Je proposerai donc d'engager une transformation profonde de notre mouvement afin de constituer une nouvelle force politique que de nombreux Français appellent de leur vœu et qui est plus que jamais nécessaire au redressement du pays. Elsa Fressonnet, c'est une nouvelle page qui s'ouvre au Front National. C'est du moins ce que veut Marine Le Pen, qui a quand même réussi quelque chose ce soir. Plus de 10 millions de voix, c'est du jamais vu pour le Front National. Oui, bien sûr, c'est un record. Et puis c'est une forte progression tout de même entre les deux tours. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2002, Jean-Marie Le Pen n'avait progressé que de 800 000 voix. Il n'empêche, la dédiabolisation, même si elle a un peu progressé, puisque un certain nombre de personnes se sont abstenues, donc n'ont pas jugé utile de faire barrage au Front National, Marine Le Pen se heurte toujours à une forme de plafond de verre. Et elle n'est pas arrivée à résoudre ce problème. Et je pense que les changements qu'elle annonce dans sa formation visent, comme on l'a dit, à éviter qu'il y ait un grand déballage et un grand examen sur sa campagne. Ouais, je pense qu'il y a une chose qu'on a constatée dans ce deuxième tour, c'est qu'en réalité le Front républicain n'existe plus. Les gens ne souhaitent pas le Front National, mais je pense que si elle est en échec, ça tient beaucoup au débat, puisqu'il y a eu une première semaine où elle est plutôt progressé, une deuxième semaine où ça s'est plutôt aplati. C'est par le caractère totalement inepte de leurs propositions économiques. Autant on peut avoir besoin de protection, autant quand on l'entend se perdre au journal de 20h, puis dans le débat sur ces histoires d'écus, monnaie commune, euro, c'est tout à fait angoissant pour les Français, qu'ils soient de gauche, du centre ou d'ailleurs, parce que on ne voit absolument pas où elle veut aller, on ne voit qu'un chemin anxiogène. Et avec effectivement les réminiscences, souvenons-nous la nomination d'un président d'honneur, d'un président temporaire du Front National qui avait été pris dans des affaires de négationnisme. Donc ça, c'est les relents du passé. D'ailleurs, le fantôme du passé, Le Pen, reparle encore ce soir. Mais c'est surtout leur incompétence crasse qui a été sanctionnée par les Français. Et on peut relever quand même que ce soir, dès après l'annonce du résultat et de la victoire d'Emmanuel Macron, Marion Maréchal Le Pen était sur notre antenne, sur BFM TV, pour ouvrir à sa façon un droit d'inventaire de ce qu'a été la campagne. Et voilà, la campagne de Marine Le Pen. Ça, c'est très important parce que symboliquement, si vous voulez, Marion Maréchal Le Pen, qui est une des icônes du parti et pas forcément sur la ligne de Florian Philippot, comme vous le savez, c'est-à-dire qu'elle a donc été en opposition, mais frontale, avec Florent Philippot pendant toute la campagne. Eh bien, aujourd'hui, elle déclare il va falloir voir ce qui était positif et ce qui était négatif dans la campagne de sa tante. Ça laisse augurer, si vous voulez, quelques couteaux aiguisés au Front National dans les semaines et les mois qui arrivent. Dans les semaines qui arrivent avant donc les législatives le 11 et 18 juin. Merci à tous les 5 d'avoir été sur le plateau de BFM TV. L'édition spéciale continue avec cette élection ce soir d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, élu président de la République avec 65,9% des voix. Défaite de Marine Le Pen qui recueille tout de même 34,1%. On parlera de l'abstention qui est très forte tout de même puisque plus d'un Français sur 3 a refusé de choisir ce dimanche entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Édition spéciale, vous entendrez toutes les déclarations et notamment ce discours d'Emmanuel Macron prononcé sur l'esplanade
l'esplanade du Louvre. Un discours dans un cadre très solennel. Vous le verrez, nous serons également en direct du 7e arrondissement où le président élu a retrouvé son domicile il y a quelques minutes. À tout de suite.